peut-être, c'est que dans notre public, nos participants, j'aurais aimé savoir, si vous peut-être mettre dans le chat, votre relation avec le burn-out, en fait. Est-ce que vous avez été victime de burn-out, vous, dans votre entourage, ou alors dans votre pratique professionnelle, ou alors, pas, c'est juste vous êtes là à titre d'information, de façon à ce que je puisse un peu voir voilà, le type de public que j'ai aussi, peut-être aussi déjà le niveau d'information que vous avez par rapport à cette pathologie. Donc, n'hésitez pas si jamais... D'accord, je vois. Hein, j'ai mis le conversé sur... Merci, Lucas. Alors, d'accord. OK. Donc, je vois défiler voilà, les personnes. Ouais. Merci beaucoup pour vos témoignages. Donc, alors, un petit rappel. Bah alors. Voilà. Donc, un petit rappel. Donc, le burn-out, c'est un terme anglo-saxon. Nous, en France, on parle de syndrome d'épuisement professionnel. Et je trouve qu'en fait, c'est assez parlant, finalement, ces trois mots. Tout d'abord parce qu'effectivement, le burn-out ou le syndrome d'épuisement professionnel, elle est caractérisée, aujourd'hui on la caractérise comme une maladie dite de civilisation, c'est-à-dire qu'elle est liée à nos modes de vie et donc là liée au contexte professionnel. Bien que maintenant on voit aussi arriver des burn-out parentales, mais à la base, en fait, c'est lié à la profession, à son contexte professionnel. Le burn-out ne vient pas du jour au lendemain, hein, c'est un processus qui est assez long et évolutif. Et le corps, en fait, ce qui se passe au niveau vraiment de l'organisme, il fait face à un stress chronique sur le long terme. Et donc, face à ce stress chronique, à un moment donné, on arrive à ce qu'on appelle un état d'épuisement. Donc, le deuxième mot, épuisement. C'est-à-dire que là, le corps s'effondre. Et un matin, peut-être qu'on ne se lève plus, on ne peut plus se lever, on ne peut plus sortir du lit. Il y a plus l'énergie, elle est au niveau zéro. Et donc, en fait, ça se caractérise en fait, physiquement, psychologiquement et aussi cognitivement. Donc, au niveau psycho-émotionnel, on va avoir des troubles, hein, on va être irrité, on va faire on peut être déprimé, une sensibilité à fleur de peau, vraiment au niveau des émotions qui fluctuent très fortement. Au niveau cognitif, eh bien, voilà, les pertes de mémoire, difficultés de concentration. Et puis au niveau physique aussi, on va avoir des douleurs, on va avoir des maux de tête, des troubles digestifs, des douleurs musculaires, et puis ce corps qui est le corps qui est lourd en fait, hein, et qui n'arrive plus à avancer. Donc ça, il y a tout un ensemble en fait de symptômes qui sont divers, sur différents plans. Là, on parle vraiment au niveau vraiment physique, au niveau cérébral et au niveau donc émotion. Et donc derrière, qu'est-ce qui se passe en fait, hein, c'est que le corps, l'organisme à l'intérieur, il est à plat, quoi. J'ai parlé de stress chronique avec un phénomène long et évolutif. Ce stress, en fait, il se fait en 3 étapes. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'adaptation. Donc, le stress, à la base, il n'est pas négatif, hein. Quelque part, c'est plutôt un état, enfin, une réaction naturelle face à un stimulus. Donc, imaginons que vous êtes dans la voiture, un vélo déboule devant vous. Il y a donc ce facteur de stress qui arrive, et là, votre corps, donc, il réagit face à ce danger. Donc, nous sommes, il y a le système, ce qu'on appelle sympathique, se met en route, et là, vous devez réagir. Donc, c'est ce qu'on appelle la réaction fuite ou combat face à l'agent stressant. Et là, dans le corps, en fait, il va avoir, donc le cerveau va aller donner une information à nos surrénales qui vont produire de l'adrénaline en grande quantité. L'adrénaline, donc, c'est une hormone, mais aussi neurotransmetteur, on verra après, qui va nous donner l'énergie et donc pour réagir et pour faire une action.
Et puis, en parallèle, on a le cortisol, qui est une autre hormone aussi, sécrétée par les surrénales, qui, elle, est l'hormone du stress, qui va pouvoir justement permettre au corps également derrière de réagir. Donc, il va y avoir tous des phénomènes physiques qui vont se mettre en place, hein, donc l'augmentation du rythme cardiaque, la température du corps qui augmente, voilà, tout d'un coup, le système se met en route pour pouvoir être dans l'action. Et ça, c'est normal. Le vélo traverse, vous avez planté les freins, le stress redescend et c'est OK. Vous mettez quelques minutes, parfois un peu plus de temps à redescendre, mais voilà, le stress est parti. Puis après, qu'est-ce qui se passe quand le stress dure, en fait? Donc là, on rentre dans une phase de résistance. Le corps, en fait, il est tout le temps à la recherche de l'équilibre. Donc, c'est ce qu'on appelle l'équilibre dynamique ou l'homéostasie. Donc, quand il y a des déséquilibres, eh bien, lui, il va toujours rechercher à être en équilibre. Donc là, face à ces stress qui durent, ces stimuli de stress, eh bien, le corps, il va se mettre en résistance et il va aller chercher de l'énergie. Et il va aller chercher l'énergie dans l'adrénaline, toujours, parce que c'est elle, l'hormone de l'énergie. Et puis, cette adrénaline, eh ben, on a un stock dans nos surrénales. Mais plus le stress dure, plus le stock s'épuise d'adrénaline. Et en face, eh ben, le cortisol, lui, il est déversé pour continuer à s'adapter à cette situation. Donc voilà, ça c'est la phase de résistance. Et puis à un moment donné, eh bien, si le stress il dure vraiment trop longtemps, est-ce qu'il devient un stress qui devient chronique, où on est sursollicité et qu'on est en suradaptation, eh bien à ce moment-là, on a un effondrement des défenses physiques, psychologiques et immunitaires. Et là, le stock d'adrénaline, il est à zéro. Le cortisol, il n'y en a plus du tout. Et puis derrière, on n'a plus d'énergie. Et là, c'est ce qu'on appelle l'épuisement ou le burn-out. Ça, c'est l'état de burn-out, quand effectivement tout est effondré. Donc, c'est important, je vous dis ça pour comprendre en fait que derrière, ça se joue au niveau donc, des hormones et également, en fait, ce qu'on appelle, ce que l'adrénaline est une hormone, mais est également un neurotransmetteur. Et on va voir toute l'importance derrière, notamment, de l'alimentation. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste faire un petit rappel en fait que nous en nutrition santé, la base en fait de la base de la nutrition, c'est ce qu'on appelle une alimentation vraie et naturelle, une alimentation qui n'est non transformée. Nous sommes un organisme vivant en fait, et dans la nature, dans la biologie, le vivant reconnaît le vivant en fait. Donc aujourd'hui, notre alimentation moderne, son plus gros problème, c'est qu'elle est faite en grande partie d'aliments de produits qui sont transformés, voire ultra transformés. Alors, qu'est-ce que c'est un produit ultra transformé? C'est un produit alimentaire qui est fait à partir d'ingrédients naturels à la base. Les ingrédients ont été déstructurés, des fois reconstitués. Après, on a ajouté des sucres, par exemple, hein, toutes sortes de sucres. Quand on regarde les étiquettes, on peut en trouver pas mal. Des gras, pas forcément les meilleurs, du sel, et puis aussi des substances que notre corps ne sait pas reconnaître, comme les additifs, les agents de texture, les colorants, voilà, les exhausteurs de goût, les épaississants, toute la liste des E. Et puis également d'autres substances comme du gluten, du lactose, voilà, toutes ces molécules, ces substances qui sont ajoutées et que notre corps ne sait pas en fait gérer. Donc, ce qui se passe, c'est que ces produits, si vous allez au supermarché, c'est souvent les 3/4 des rayons en fait des supermarchés. Alors le truc, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société qui est, voilà, on est stressé, on court tout le temps après le temps, voilà, c'est une course perpétuelle entre la famille, le travail, voilà, toutes les sollicitations. Et c'est des produits souvent qui sont faciles d'accès, faciles à préparer. Voilà, une quiche toute faite, un plat tout préparé, des gâteaux tout faits. Alors c'est clair que c'est facile d'accès. Par contre, au niveau de la santé, aujourd'hui, c'est clairement établi par les études scientifiques, c'est que ça cause, en fait, ce sont des facteurs de péjoration de la santé à long terme, et notamment sur le surpoids, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les fatigues chroniques, les maladies dégénératives et également certains cancers. Donc voilà, ça c'est vraiment la base, c'est éviter ces produits, ces aliments et aller vers des aliments bruts en fait, des aliments qui ont été non transformés avec de la variété dans notre alimentation. Donc, on va
le corps, en fait, il va reconnaître ce qu'on appelle l'effet matrice de l'aliment, c'est-à-dire la structure moléculaire de l'aliment qui est naturelle, même qui est cuisiné avec donc, certains principes de cuisine également, mais il va le reconnaître comme son semblable, en fait, et il va le digérer, mais surtout, il va savoir bien l'assimiler. En fait, c'est ça toute la différence entre un aliment qui est naturel et un aliment qui ne l'est pas. Les études scientifiques, pareil, sont très claires là-dessus. Ça améliore l'état de santé et également la longévité. Alors, bien sûr, ça demande un investissement parce que ces aliments vrais et bruts, il faut les cuisiner, il faut les préparer et souvent aussi, il faut aller s'approvisionner dans ces produits. Mais c'est vraiment, on peut dire, la base, en fait, au-delà de la nutrition spécifique pour le burn-out. Là, vraiment, c'est la base de la nutrition santé. C'est déjà la première chose à mettre en place. Alors, maintenant… Rachel, excuse-moi. Oui, je peux me permettre du coup de t'interrompre de temps en temps. Voilà, il y a juste une question de Charlotte là, par rapport à l'alimentation non transformée. Donc, elle pose la question, un gâteau fait maison compte-t-il comme un aliment transformé? Voilà. Alors, oui, c'est quoi une alimentation c'est un aliment transformé, mais alors, ouais, on va faire la différence effectivement. C'est un aliment transformé, donc c'est un aliment qui est cuisiné, mais en fait, la différence avec les produits ultra transformés, c'est que le produit ultra transformé, il passe par un processus industriel. Donc, la grosse différence, c'est que les industriels, en fait, ils vont déstructurer, si vous voulez, les aliments dans la plupart des cas, ce qu'on appelle par exemple le cracking, où on va par exemple prendre du blé, extraire la molécule de gluten, par exemple, faire un processus chimique, on va dire, où on va déstructurer les molécules. Et puis après, on va les reconstituer. Et puis après, on ajoute les additifs, en fait, et tout ce qu'on ajoute en plus. Quand vous faites un gâteau maison, vous mettez par exemple, on va dire, des fruits, de la farine, du sucre, des œufs, et puis après, par exemple, du beurre ou de l'huile, et voilà, vous faites un gâteau. Et ça, après, il faut bien choisir les aliments, les composants du gâteau, pour justement que ce soit, entre guillemets, un gâteau qui soit aussi nourrissant et pas seulement que du sucre. C'est là aussi toute la différence. Et qui apporte aussi des nutriments et des micronutriments à l'organisme. Mais par contre, voilà, il n'est pas considéré comme un produit ultra transformé et il n'est pas néfaste comme l'est un gâteau, par exemple, si vous prenez des cakes tout faits au supermarché, par exemple. Ça n'a rien à voir, effectivement. Donc là, on parle de produits ultra transformés, donc passés par un processus industriel et où il y a des ajouts, en fait, en plus de certains additifs ou des molécules que l'on ne veut pas. Voilà. Alors, maintenant, pour revenir au burn-out, on peut avoir justement une stratégie alimentaire qui sera en fait donc toujours d'amener effectivement les bons aliments pour relancer la machine, mais également au bon moment. Donc ça va avoir toute son importance en fait. Donc là, je vous ai mis un peu ce dont on va discuter ce soir, ce que je vais vous présenter. Tout d'abord, on va parler de protéines. Donc ça, les protéines alimentaires, donc ce qu'on va trouver dans notre assiette. Donc l'importance de l'apport en protéines, je détaillerai pourquoi c'est important, et puis la qualité et surtout quand les manger. Ça aura aussi toute une incidence effectivement sur l'organisme. L'importance des bons gras aussi. Je vous parlerai des oméga 3. Sans doute, vous en avez aussi entendu parler. On en parle de plus en plus aujourd'hui, de ces fameux oméga 3. Et ce sont des gras qui sont assez déficients dans notre alimentation et pourtant qui sont vraiment indispensables. On va parler aussi micronutriments fonctionnels. Donc, en diététique, on a deux grandes familles. On a les macronutriments qui sont les protéines, les glucides, les sucres ou les féculents, et puis les lipides, donc les gras. Et puis on parle de micronutriments. Les micronutriments, ce sont les vitamines, les minéraux, oligo-éléments et antioxydants. On les a en petite quantité dans notre organisme, mais par contre on en a besoin tous les jours. Ils sont indispensables pour faire fonctionner la machine en fait. Les macronutriments apportent plutôt l'énergie, en fait, notamment les glucides, ça nous fournit de l'énergie. Les protéines, ça permet entre autres de constituer la structure du corps. Et les micronutriments, eux, ils vont faire fonctionner
tout le système. Donc, ils sont indispensables. Et donc, tout ça sous l'angle, en fait, de la chronobiologie, hein, c'est-à-dire du respect de notre chronorhythme. Donc là, je vous en parlerai un peu plus dans les détails, à quel point, effectivement, c'est important de manger certains aliments à certains moments de la journée, parce qu'on est à l'image, en fait, de la nature, quelque part. Hein, on fonctionne, l'être humain est dans un tout, hein, et donc, on fonctionne sous le rythme de jour et de nuit, et puis on a notre propre horloge interne, en fait, et puis donc, selon ce qui se passe à l'intérieur de notre organisme, ben, on va avoir besoin d'aliments, de nutriments à certains moments de la journée. Et ça, c'est très important, parce que ça permet aussi le fonctionnement optimal du corps, et surtout quand on est en manque d'énergie, ça va permettre aussi de relancer l'énergie. Alors, on va se concentrer maintenant, en fait, donc, pour comprendre pourquoi l'alimentation est importante. Qu'est-ce qui se passe dans notre organisme, en fait, avec le burn-out? Donc, le burn-out, on a dit que c'était un effondrement du système. Donc, un effondrement, on a le système notamment nerveux qui est à plat, le système aussi, tout ce qui est psycho-émotionnel aussi, les surrénales aussi, elles sont à plat, comme j'ai dit, donc plus d'adrénaline, plus de cortisol. Notre système digestif aussi, il est souvent très malmené, et notre système immunitaire aussi. Généralement, le stress chronique, ça affecte beaucoup le système immunitaire. On dit en fait que le burn-out, c'est la faillite des neurotransmetteurs. Alors, qu'est-ce que c'est un neurotransmetteur? Eh bien, en fait, c'est un messager chimique qui se situe dans notre neurone et qui va aller donner l'information à tout notre corps pour le faire fonctionner. Il va aller donner l'info comment fonctionner. Donc, on a entre 50 et 60 neurotransmetteurs dans le corps, et il y en a 8 qui font 98% de notre activité. Alors, il faut savoir qu'on a des neurones, bien sûr, dans notre cerveau, mais on a aussi beaucoup de neurones dans nos intestins, notre deuxième cerveau. Donc, ces neurotransmetteurs, en fait, eh bien, ils sont fondamentaux pour nous faire fonctionner. Et comme on est en épuisement, en fait, le burn-out, c'est aussi un épuisement de ces neurotransmetteurs. Donc, on a deux familles de neurotransmetteurs. On a des activateurs, ceux qui vont nous donner l'énergie, qui vont nous donner l'action, la motivation. Donc là, je vous ai donné donc la dopamine, c'est surtout celui-là dont on va parler, la noradrénaline et l'adrénaline, dont on a déjà parlé, donc qui est dans les surrénales. Et puis, on a les freins. On a ceux qui, en fait, nous permettent de nous relaxer, de nous détendre, d'apaiser le système nerveux. Donc là, on a notamment la sérotonine, qui est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur et de la sérénité, qui est donc le neurotransmetteur, et GABA et glycine. Donc là, on va se concentrer sur la dopamine et la sérotonine, qui sont, dans le cas notamment du burn-out, deux neurotransmetteurs qu'il faudra remonter, en fait, pour permettre justement de retrouver l'énergie et de retrouver aussi, d'apaiser le système nerveux. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Alors, commençons par la dopamine. Donc, la dopamine, c'est donc notre neurotransmetteur de la motivation, c'est notre starter en fait. C'est l'allumage du matin. Elle est sécrétée vers 8 heures en fait le matin. Et puis, c'est elle qui va nous donner vraiment notre dynamisme, notre enthousiasme, notre envie de faire des choses, d'élaborer des projets. Elle va vraiment nous amener cette curiosité. Elle va aussi nous permettre de mémoriser. Donc voilà, la dopamine, c'est le starter. Grâce à la dopamine, on va pouvoir synthétiser après de la noradrénaline, puis de l'adrénaline. Il y a un effet de cascade. Donc la noradrénaline, c'est aussi l'accélérateur. Donc c'est le messager de l'attention et de la performance. Et puis l'adrénaline, c'est le passage à l'action. Et elle, c'est l'énergie. Et elle est sécrétée vers 11 heures le matin. Donc ça se passe dans la première partie de la journée. Qu'est-ce qu'on voit en fait? C'est que la dopamine, pour être synthétisée et pour justement pour être fabriquée, elle a besoin en fait de tyrosine. Et la tyrosine, elle provient des protéines alimentaires. Donc, nos non-protéines alimentaires que nous ingérons, une fois que nous les digérons, en fait, dans notre processus digestif, elles sont découpées en briques de base, comme des Legos, qu'on appelle des acides aminés. Ces acides aminés sont après utilisés par nos cellules pour toutes sortes de fonctions.
dans le corps, en fait. Donc les protéines, elles sont vraiment indispensables au fonctionnement de l'organisme. Et donc la tyrosine est un de ces acides aminés qui, effectivement, va permettre la fabrication de la dopamine. Elle aura besoin, pour pouvoir fabriquer la dopamine, j'ai mis la vitamine B6, du zinc, du magnésium et du fer. Donc ça, on en parlera aussi après. Donc voilà, donc à partir de cette tyrosine, on fabrique la dopamine. Si on a une dopamine qui est basse, eh ben on a de la fatigue, on va avoir des fringales entre 11h et 18h, enfin vers 11h et également 18h. On va avoir une baisse de motivation, la lassitude, plus d'un repli sur soi. Donc voilà, c'est aussi caractéristique justement de l'état d'épuisement. Alors, pour avoir cette tyrosine, qu'est-ce qu'il va falloir? C'est que dès le matin, il va falloir apporter le bon petit déjeuner, en fait. Donc, l'apport de protéines le matin, il est essentiel pour démarrer la journée et pour activer justement la production de dopamine. Donc, un repas du matin, donc les protéines, on a des protéines animales et des protéines végétales. Donc, on va trouver donc les protéines dans les œufs. Alors, l'œuf, notamment à la coque ou au plat, c'est-à-dire le jaune d'œuf cru, est une référence en termes de protéines. C'est d'excellente qualité. On va avoir du fromage, par exemple, du fromage blanc. On va trouver dans du soja, comme le yaourt de soja. Puis après, tout ce qui est bien sûr les protéines, hautes protéines animales, comme le poulet, le jambon, les poissons fumés, par exemple. Donc ça, c'est les protéines animales. On va pouvoir aussi amener, par exemple, des purées de légumineuses, comme du houmous ou des tartinades. On peut faire, qu'on trouve aussi, donc, par exemple, de lentilles corail. Et puis aussi les oléagineux. Donc, tout ce qui est noix, amandes, noisettes, noix de cajou sont également une source de protéines. Et puis, on peut aussi les consommer sous forme de purée. Donc, ou on les consomme en pur, ou on les consomme sous forme de purée. On va aussi trouver des protéines dans les céréales complètes. Donc, les flocons d'avoine, par exemple, complets, ou les flocons de sarrasin, flocons de quinoa, tous ces flocons où on peut faire après des porridge ou des mueslis. Donc, avec ces céréales complètes, on va aussi trouver des protéines à l'intérieur. Puis, ce qui sera aussi intéressant, c'est qu'on aura également des fibres, comme elles sont complètes. On aura donc un apport de fibres et un apport aussi de vitamines et de minéraux. Surtout, ce qu'il va falloir éviter au petit déjeuner le matin, c'est les produits sucrés. Et donc les produits sucrés et les céréales raffinées. Alors, on va dire que le petit déjeuner classique, effectivement, à la française, alors, il y a différentes variantes, mais le pain baguette avec du beurre, de la confiture, un jus d'orange pressé, et puis donc un café ou un thé. Alors là, on a sucre plus sucre plus sucre. Savoir que, par exemple, un jus d'orange, même s'il est frais, pressé maison, c'est du pur sucre. Donc, vaudrait mieux manger une orange à la main ou un fruit entier de façon à avoir des fibres et de façon à éviter ce qu'on appelle un pic de glycémie dans la matinée qui va après découler sur une hypoglycémie vers la fin de matinée. Le sucre, en fait, rapide, c'est de l'énergie à court terme. Et derrière, ça fait fonctionner, en fait, la pompe à insuline, en fait, le pancréas qui est là et qui doit donner de l'insuline pour gérer le taux de sucre dans le sang. Et c'est très, très fatigant. Et notamment aussi avec le cortisol qui, lui, est là aussi pour réguler le sucre dans le sang. Donc, le matin, le sucre rapide n'a pas vraiment sa place. Et on se trouve aussi du sucre rapide dans du pain. Le pain blanc est un sucre rapide. C'est-à-dire que même si c'est une céréale, du moment qu'elle a été raffinée, eh bien, en fait, ça fait le même effet dans le corps que si on prenait du sucre. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc, on va éviter ces céréales-là. Donc oui, je vois Lucas, le petit déjeuner à la française, ouais. Alors la viennoiserie, par exemple, alors ça c'est le top du top parce qu'on a le sucre en fait dedans, et puis on a les gras. Et les gras en fait de la viennoiserie, c'est ce qu'on appelle des gras trans, parce que c'est des gras qui sont à la base donc basés sur du beurre. Le beurre, quand il est chauffé à très haute température, il
il se transforme, en fait, il s'oxyde. Et on a un gras qui vient voilà, du beurre ou des huiles d'ailleurs, c'est souvent aussi avec des huiles, les petits pains au chocolat par exemple. Et bien en fait là le corps, il ne sait pas gérer ça, le gras trans. Il ne le connaît pas, il ne le reconnaît pas du tout. Et en fait là ça va être problématique parce qu'il ne sait pas quoi en faire. Donc c'est là où ça va commencer à se déposer dans des endroits où on n'a pas très envie de les voir. Et le duo sucre plus gras trans, c'est comme les frites, ce sont des bombes. Donc, quand on est à plat, déjà, quand on n'a pas d'énergie, si on commence la matinée avec ça, ça ne va pas aider, ça c'est sûr. Ça ne va pas nous permettre notamment d'aller sécréter notre dopamine. Bien au contraire, ça va encore plus fatiguer le corps en fait. Je sais que tu taquines, Lucas, mais ça me permet justement de passer sur un petit coup sur les trans, les gras trans ils sont à éviter, qu'on va trouver notamment dans beaucoup de produits ultra transformés. On va trouver dans les chips, dans les barres chocolatées. Voilà, il faut faire attention. Alors, maintenant, les industriels sont censés le mettre sur les étiquettes ou en tout cas ne pas en mettre, mais bon, des fois, c'est caché en fait. Mais donc, voilà. Et donc, pour le pain blanc, effectivement, le pain blanc, derrière, on peut dire aussi que pâte blanche, riz blanc, tout ce qui est céréales blanches, en fait, eh bien, ce sont, oui, des féculents, mais par contre, ils fonctionnent comme des sucres rapides. Donc, derrière, c'est voilà. Et le beurre pas chauffé, c'est très bien. Le beurre, c'est une bonne source de vitamine A et de vitamine D. Donc voilà, le beurre a toute sa place le matin, également dans le petit déjeuner. Ce qui est bien aussi, le matin, c'est de varier en fait. Nous, on a une tendance à prendre le petit déjeuner comme un plat, comme un repas où on mange tous les matins la même chose. Mais non, quoi. Finalement, c'est un repas comme les autres, il est bien plus important. Il y a un adage qui dit petit déjeuner de roi, déjeuner de prince et dîner de pauvre. Bah oui, c'est vrai, quoi. Effectivement, ça correspond aussi à notre chronorhythme, en fait. Et le matin, on a besoin de l'énergie pour fonctionner toute la journée. Une énergie qui dure. Donc, c'est dans les protéines et dans les glucides, mais dans les sucres non rapides, donc dans les céréales complètes ou les légumineuses ou les oléagineux, que là, on va trouver ça. Et oui, ce petit déjeuner est tout à fait adapté pour les enfants, clairement. Et vous allez voir que on met ça en place pour les enfants, il y a une différence après au niveau aussi du comportement. Parce que commencer pour les enfants avec déjà la dose de sucre le matin, sachant que souvent ils en ont encore pas mal au goûter ou encore le dessert, voilà. C'est de l'énergie à crédit, ça fatigue l'organisme, vraiment. Voilà, alors, par exemple, composer voilà, son premier repas de la journée, ça reprend un peu la diapo d'avant. Voilà. Après, on peut aussi ajouter un fruit, hein, si on supporte bien, en fait, hein, aussi de manger un fruit le matin, mais ce n'est pas non plus obligatoire. On peut à la limite prendre son fruit aussi dans la matinée, hein, vers 11h par exemple. On prend un kiwi, on prend une pomme, ou alors voilà. Mais le matin, c'est un peu le petit déjeuner nordique, en fait, ou anglo-saxon. Donc voilà, le pain, je conseille toujours, bien sûr, si possible, on en trouve de plus en plus, mais du pain au levain. Hein. Le pain au levain permet une meilleure digestion. On va mieux digérer la céréale parce qu'il y a un processus de fermentation et donc de prédigestion des céréales. Et quand on est un peu sensible au niveau des intestins, notamment, ça permet une meilleure digestion. Et puis, on varie les pains aussi. Hein. Il y a beaucoup de céréales maintenant différentes, donc c'est aussi bien d'amener de la variété, en fait. Hein. De la variété dans ce qu'on mange, c'est ce qui permet aussi d'éviter certaines intolérances après, à force de manger tous les jours la même chose. Donc voilà, je passe là. Et puis on peut donc une boisson chaude, hein, ça aussi ça fait partie du petit déjeuner. Alors on évitera de prendre le grand mug. Pourquoi? Parce qu'en fait boire beaucoup d'eau pendant le repas, c'est qu'on appelle ça, c'est noyer le bol alimentaire. Et en fait quand on digère, on a besoin d'enzymes digestifs qui sont sécrétés par l'estomac. Et en fait, quand on prend beaucoup d'eau lors du repas, et en fait, ça inhibe la sécrétion des enzymes et on a moins d'enzymes en fait, voilà, et on digère moins bien. Donc, on boit plutôt une petite tasse
de thé ou d'une tisane ou d'un café, mais pas le grand mug. Alors, oui, consommer des œufs tous les jours. Alors l'histoire du cholestérol et les œufs, c'est une vieille histoire qui aujourd'hui, les études ont montré effectivement qu'il n'y avait pas d'incidence. Aujourd'hui, on dit qu'on peut consommer jusqu'à 6 œufs par semaine. Ce que je pense, c'est qu'il faut varier. Donc, moi, je ne consommerai pas des œufs tous les jours, en fait. Je varierai, c'est-à-dire un jour, je fais un œuf au plat, un autre jour, je prends un fromage blanc, par exemple. Un autre jour, je vais faire un muesli. Voilà, vous voyez, sur la semaine, on peut varier, en fait. Hein. Et puis, un jour, je prends du pain, beurre ou purée d'oléagineux. Donc, voilà, on peut amener cette variété. Oui, moi je dirais plutôt de varier. Et puis, oui, alors le beurre de cacahuète, oui. Le beurre de cacahuète, oui, en fait, on a diabolisé la cacahuète, mais c'est la cacahuète salée de l'apéro. Hein. Donc, quand vous prenez une purée de cacahuète, la cacahuète, déjà, elle n'est pas grillée. Généralement, c'est une arachide qui est crue. Et puis, c'est intéressante au niveau des lipides, en fait. Alors, ça reste moins intéressant que la purée d'amande, clairement. Hein, la purée d'amande, c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant. Mais par contre, le beurre de cacahuète, ça aussi. Après, il faut regarder dans l'étiquette que ce soit cacahuète non grillée, puis sans sucre. Il faut bien regarder parce qu'il y a des purées d'oléagineux, ils mettent pas mal de sucre dedans. Hein. Donc là, c'est pas très intéressant. Donc voilà. Alors là, par exemple, je vous ai amené, donc là, c'est quelques exemples d'aliments qui sont très riches en tyrosine, donc ce fameux acide aminé qui nous permet vraiment de synthétiser, de fabriquer la dopamine. Donc, vous voyez, par exemple, parmesan gruyère, les dindes, poulet, donc c'est dans les produits laitiers et puis également dans la viande, les œufs. Et puis, voilà, les noix, les amandes, les graines de courge aussi, hein, qu'on peut mettre dans le muesli, justement, et puis le germe de blé. Rachel, oui. On a une petite question par rapport au fait de boire. Faut-il boire un verre d'eau tiède avant le petit déjeuner? C'est mieux de prendre son petit déjeuner au lever ou en décalé? Alors, oui, ça c'est une très bonne question. Donc, effectivement, si on imagine en fait, alors on va prendre l'exemple de la voiture. Alors, les voitures aujourd'hui, bon, c'est plus les voitures d'avant, mais avant, en fait, quand on allume, notamment l'hiver, quand on va allumer la voiture, il fallait la laisser chauffer un petit peu avant de démarrer et de partir. Et donc là, c'est pareil pour l'organisme, en fait. Du moment qu'on se réveille, effectivement, on attend 20 à 30 minutes avant de déjeuner, idéalement. Alors, le minimum, c'est 20 minutes. Après, si on peut attendre 30 minutes. Puis, en fait, ce qui est important, c'est de sentir la sensation de faim. En fait, elle est là la clé, parce que le corps, il donne l'information, le corps, il sait toujours, vraiment. Donc, si on est à l'écoute du corps, à un moment donné, la faim, elle va arriver. Elle va arriver effectivement généralement plutôt au niveau de l'estomac le matin. Et puis, donc c'est à ce moment-là qu'on sait que voilà, c'est le moment pour nous de manger. Alors c'est vrai que ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes au bout de 20 minutes le matin, donc on se lève, on fait peut-être quelques exercices d'étirement. Alors moi, par exemple, le matin, j'aime bien commencer avec des respirations pour justement déjà oxygéner le corps, faire quelques étirements par exemple. Moi, je bois effectivement un verre d'eau tiède le matin. Quand je me lève, pas un grand verre, un petit verre, et puis parce que je sais qu'effectivement donc ça permet de faire un lavage, ou alors généralement une semaine par mois, je fais une cure de jus de citron tiède aussi, donc très riche en vitamine C, puis qui va aussi soutenir l'action du foie. Donc généralement, quand on est aussi des périodes de fatigue intense ou que voilà, on n'a pas forcément, on sait que dans cette période d'automne, on arrive, et bien le corps il est un peu fatigué, et puis le foie il travaille beaucoup. Hein. Le foie on l'entend pas, mais c'est un organe qui est le plus gros organe du corps et il travaille énormément, à la fois pour digérer, mais également pour détoxifier. Et donc voilà, le citron soutient le foie. Donc, une semaine par mois, une petite cure de citron tiède. Donc, un demi-jus de citron frais avec un peu d'eau tiède. Et puis après, donc on a voilà, la sensation de faim arrive et là, on petit déjeune. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui, des fois, c'est 1 heure après. Donc, quand on doit partir au travail, on peut peut-être imaginer voilà, de préparer peut-être son petit sandwich, par exemple,
ou alors son petit, dans un tub, son petit muesli ou son fromage blanc avec dedans un peu de fruits, des oléagineux, on peut mettre un peu des graines de chia, enfin voilà, différentes choses dans son petit top, et puis déjeuner un peu plus tard si on peut le faire, effectivement. Voilà. Je vois aussi les... Alors oui, le jambon de dinde. Alors oui, si vous prenez du jambon de dinde de qualité, oui, tout à fait. Après, il faut voir effectivement ce qu'il y a dedans et comment il est préparé. Jambon de dinde, oui. Le bon jambon, maintenant, vous trouvez le jambon de chez le boucher, par exemple, le matin. La viande séchée des grisons aussi, ça peut être intéressant. Donc voilà, toujours dans la variété, sachant que la charcuterie, bien sûr, reste, c'est pas forcément, c'est pas un aliment santé, la charcuterie, donc ça reste occasionnel. Donc toute la clé, c'est quand même dans la variété, effectivement. Voilà. Alors, ouais, oui, alors 13 à 16 heures oui. Donc effectivement, il est intéressant en fait de laisser son système digestif au repos. Ça, j'en reparlerai après. Je répondrai à ta question juste un peu plus tard, Wanel. On va y revenir. Oui, alors, si la dopamine elle est sécrétée vers 8 heures, il faut se lever de bonne heure. C'est vrai. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez vu en fait que c'est quand même une cascade de. Ça commence vraiment, enfin, ça commence à 8 heures, mais après ça dure. Hein. C'est pas juste 8 heures et hop, ça se stoppe en fait. Hein. C'est tout un cycle qui va amener déjà la dopamine qui va monter. En fait, c'est généralement ça monte. Après, la noradrénaline, elle rentre en phase, hop, elle se sécrète, ça monte. L'adrénaline, pareil, à partir de 11 heures, bam, elle monte. Donc, c'est vraiment un effet de cascade. Donc, effectivement, voilà, on n'est pas obligé de déjeuner à 7 heures le matin, sachant que, par exemple, il y a certaines personnes qui ne déjeunent pas le matin et qui mangent leur premier repas de la journée à 11 heures midi. Et là, ça sera tout aussi important d'avoir un apport de protéines à ce moment-là et ne pas commencer son premier repas de la journée avec du sucre. Ça sera toujours la même clé, en fait. Bien que dans le cas du burn-out, je conseille quand même d'apporter ce petit déjeuner parce qu'on est dans un état de fatigue intense en fait. Donc on a besoin vraiment de trouver les bons nutriments et que idéalement, c'est vrai que voilà, en tout cas plusieurs fois, si on n'a pas l'habitude de déjeuner, de petit déjeuner, essayez quand même de temps en temps effectivement d'avoir un apport aussi le matin de ces nutriments. Alors, donc là, on a parlé de la dopamine. Donc ça, c'était la première partie de la journée. Donc vraiment pour l'énergie, la motivation, voilà, pour retrouver le rythme du matin, l'envie de se lever et de passer à l'action. Et puis après, il y a l'autre phase de la journée où là, en fait, on va avoir la sérotonine qui va rentrer en scène. Donc la sérotonine, c'est la sérénité. Donc, c'est un neurotransmetteur qui est également une hormone qu'on appelle aussi l'hormone du bonheur. Donc, la sérotonine, elle est très, très importante parce qu'en fait, donc déjà, elle est régulatrice de notre humeur, mais elle intervient dans plein de processus biologiques différents à l'intérieur du corps. Donc, elle va quand même contrôler l'appétit alimentaire et aussi l'appétit sexuel. Elle va réguler nos pulsions également, nos circuits d'évitement, par exemple. Donc, et puis, donc, elle est vraiment, donc, c'est la relaxation, c'est l'apaisement, le calme. Et donc, cette sérotonine, elle va nous permettre, donc, de nouveau, à partir d'elle, va être fabriquée la mélatonine, la mélatonine est l'hormone du sommeil, enfin du rythme circadien, c'est-à-dire le jour-nuit, veille-sommeil. Et avoir un bon niveau de mélatonine, c'est aussi un garant d'avoir un bon sommeil. Donc la sérotonine, elle commence à être sécrétée dès midi, avec un pic à 16 heures, en fait, puis après ça redescend. Cette sérotonine, de nouveau, donc, elle est fabriquée à partir d'un acide aminé, qui est lui ce qu'on appelle essentiel, c'est-à-dire que notre corps ne sait pas du tout le fabriquer, il est très rare et on va le trouver dans, de nouveau, les protéines alimentaires. Pour pouvoir synthétiser la sérotonine, eh bien, de nouveau, ce tryptophane, on appelle le tryptophane, il va avoir besoin de certaines vitamines, B3, B6 notamment,
du zinc, du magnésium et du cuivre. Donc, voilà. Et ça se passe la deuxième partie de la journée. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va apporter dans notre alimentation? Attendez voir, je crois que je suis allée un peu trop loin. Ah non, c'est bon. Donc, on va aller chercher donc, des aliments qui sont déjà riches en tryptophane. Donc, de nouveau, ça va être dans les protéines alimentaires. Donc là, je vous ai mis un peu une liste d'aliments où on va trouver le tryptophane. Il y en a quand même beaucoup, effectivement, il y en a un petit peu. Dès le midi, en fait, on va pouvoir commencer effectivement de nouveau. Donc, c'est pareil. Donc, le matin, on a un apport de protéines, mais le midi aussi, il va falloir avoir un apport de protéines intéressant, de façon à pouvoir justement sécréter, commencer à faire un stock, ce qu'on appelle de tryptophane, parce qu'on peut stocker en fait ce tryptophane, notamment dans le foie. Et donc, on commence déjà son stock parce qu'après, le foie, il va le libérer. En fait, le tryptophane va être libéré tout au fil de l'après-midi pour aller justement sécréter la sérotonine, fabriquer la sérotonine. Donc voilà. Donc, de nouveau, vous voyez, il y a certains aliments qui sont quand même qu'on va retrouver tout au long de la présentation et qui, pour moi, sont des clés de la nutrition santé. On va retrouver notamment les légumineuses, par exemple, et aussi les céréales, toujours les céréales entières, complètes, non raffinées. Donc, par exemple, voilà, les lentilles, les pois cassés, voilà, ça, on va retrouver du tryptophane. Dans les légumes aussi, alors les algues, maintenant on trouve les paillettes d'algues que l'on peut faire réhydrater, qu'on peut mettre dans les salades, par exemple. Le persil frais, là, vous le trouvez en botte, on peut le mettre partout. Le poivron, alors maintenant, c'est un peu moins la période, mais le poivron est très riche en beaucoup de vitamines, notamment aussi la vitamine C. Il contient aussi du tryptophane. Et puis après, les viandes aussi, comme le poulet, l'œuf toujours aussi, est aussi une source de tryptophane. Et puis, on a encore les produits laitiers et le chocolat, le cacao. On verra aussi qu'il est intéressant pour d'autres choses, le cacao. Et les oléagineux, toujours, les noix de cajou, les amandes, les farines de sésame, enfin plutôt les graines de sésame d'ailleurs. Les graines de sésame qui sont aussi très intéressantes aussi pour un apport en calcium, la graine de sésame. Donc voilà, là on va pouvoir apporter donc le tryptophane et puis on va l'apporter donc dans le repas du midi, le déjeuner. Donc le déjeuner, c'est le deuxième repas le plus important de la journée. C'est celui qui va nous permettre encore de stocker, de produire de l'énergie pour la deuxième partie de journée. Et puis, il va falloir aussi, bien sûr, toujours prendre le temps de manger et aussi de sentir la sensation de faim. Ça, c'est toujours important d'être à l'écoute. Donc là, je vous ai mis l'assiette, en fait, nutrition santé. On va avoir quoi? On va avoir la moitié de l'assiette, en fait, en légumes crus en entrée, une petite entrée de légumes crus qui vont permettre donc d'activer les enzymes digestives, d'amener un peu la mastication aussi. On va préparer la digestion. Et puis après aussi, bien sûr, des légumes cuits de saison. On en mange de saison. Et puis avec de la variété. On va avoir donc un quart de féculents entiers ou de pommes de terre ou de patates douces, par exemple. Donc des féculents, du riz, du blé, du boulgour, des pâtes complètes ou semi-complètes, du quinoa, du millet, il y a pas mal de céréales que l'on peut trouver maintenant. Et puis, donc, l'autre quart qui va être donc de nouveau des protéines animales ou végétales. Donc après, à vous aussi de choisir selon aussi vos préférences, sachant qu'en nutrition santé, on aime quand même apporter aussi une partie de protéines végétales. Mais après, c'est selon aussi ses préférences. Et on ajoute donc des bonnes huiles, on parlera après, végétales, vierges, en assaisonnement. Le dessert est optionnel. Donc là, on sort un peu avec ce principe du déjeuner, enfin du repas à la française où on a l'entrée, le plat, le fromage et le dessert. Donc là, oui, on a une petite entrée de crudité. On a une assiette après qui englobe ces trois parties. Et puis le dessert, c'est une option. Et quand on prend un dessert, on va privilégier une compote ou un fruit frais. Et les desserts sucrés seront vraiment occasionnels. On gardera plutôt, dans ce cas-là, le sucre pour la collation de l'après-midi.
Alors, la collation de l'après-midi, elle est importante en fait parce que notamment dans le cas du burn-out où la sérotonine elle est complètement à plat, et bien en fait la collation elle a toute son importance. Donc là on va amener en fait de nouveau les nutriments qui vont permettre à la sérotonine de se synthétiser. Et puis savoir que la sérotonine elle a besoin du tryptophane, mais comme je l'ai dit, je l'ai vu, donc je l'ai dit. Attendez voir. Là, elle a besoin aussi de glucides, en fait. Donc, les glucides, ce sont les sucres. Donc, dans la collation, voilà, entre 16 et 17 heures, donc là, quand on a le pic de sérotonine, on va apporter donc un fruit frais, par exemple, ou alors en hiver, quand on a moins de fruits, ça peut être des fruits secs, hein, une ou deux figues, quelques abricots secs, par exemple, ou deux dattes. Et puis, on peut prendre aussi un peu de chocolat noir, donc du chocolat noir assez fort en cacao. Ça c'est important parce qu'effectivement, le chocolat au lait, c'est quand même principalement du sucre. Hein. Il n'y a pas vraiment de choses intéressantes dedans. Donc, plutôt du noir. Et puis, une petite poignée d'oléagineux. Donc, une poignée, voilà, c'est une petite 25 grammes à peu près. Et puis, on va prendre des noix. Là, il y a beaucoup de noix de Grenoble, par exemple. Hein, c'est la période. Des amandes, des noisettes, des noix de cajou. Voilà, il y a une variété d'oléagineux qu'on peut apporter. Et puis, alors, on n'est pas obligé de tout prendre. On peut prendre aussi, voilà, selon ce qu'on souhaite. Ça peut être un fruit, une poignée d'oléagineux. Ça peut être un fruit, un peu de chocolat. Voilà. Ça dépend aussi de sa faim. Mais là, c'est une collation, justement, qui va permettre vraiment d'amener de nouveau des nutriments qui vont permettre la sécrétion, la fabrication de la sérotonine, sachant que la sérotonine, elle est synthétisée à 80% dans nos intestins. Donc, comme je vous l'ai dit, les intestins, c'est également notre deuxième cerveau. Hein, on en parle beaucoup aujourd'hui, avec notre microbiote, sous l'influence du microbiote. Et donc, il faut savoir aussi que ça a toute son importance d'avoir des intestins aussi en bonne santé, parce que des intestins en mauvaise santé, ça veut dire aussi qu'on va moins bien assimiler ce que l'on mange et nos nutriments. Alors là, je vois juste quelques questions. Oui, Rachel. Oui. Quelques questions qui sont passées là un petit peu au travers. Est-ce que si on mange tous les jours une poignée d'oléagineux, on a des chances de passer à côté de vraies carences? Alors ça, je dirais. Alors, moi, je pense que quand on est quand on est en santé, c'est-à-dire qu'on n'a pas de pathologie, voilà, mais que en fait, il y a aujourd'hui, donc quelqu'un qui est en santé, on va dire, il n'y a pas de carence, mais par contre, il peut y avoir quand même des déficiences. Aujourd'hui, la majorité, on dit, des gens ont certaines déficiences en certains micronutriments. Et puis, en fait, cette déficience, on ne la sent pas vraiment, mais sur le long terme, en fait, on dit qu'elle affaiblit le terrain. Donc, au bout d'un certain temps, ça va fatiguer l'organisme d'être en déficience et puis on va commencer à développer certains symptômes ou certaines maladies. Donc, oui, si on met en place déjà une nutrition santé, on va voir effectivement, et notamment avec les oléagineux, qu'on va pouvoir quand même remonter notamment les minéraux comme le magnésium, le calcium, parce que les oléagineux sont des mines en fait de minéraux, hein, notamment, et de fibres également, donc ce qui permet derrière d'avoir un meilleur microbiote. Les fibres, en fait, sont la nourriture de nos bactéries, de nos probiotiques, donc elles sont aussi très importantes. Et puis, on va avoir également des bons gras. Et donc ça, c'est aussi très important, on en parlera après. Les bons gras, elles permettent aussi à notre corps et à nos cellules de fonctionner de manière optimale. Donc, les oléagineux, c'est vraiment un nutriment clé en nutrition santé, en fait. Et aujourd'hui, ça vient un peu, on en parle de plus en plus, mais c'est vraiment une habitude qu'il faut mettre en place, en fait, dans son alimentation. Alors, on n'est pas obligé d'en manger tous les jours non plus, hein, parce qu'effectivement, c'est toujours pareil, hein, on en mange tous les jours. Après, on peut aussi développer certaines intolérances. On peut être sensible aussi aux oléagineux comme aux arachides, par exemple. Il y en a qui ne supportent pas les cacahuètes, enfin les noisettes, par exemple. Donc, c'est en apporter un petit peu, plusieurs fois par semaine, c'est déjà super. Après, les carences, le mieux, en fait, déjà, c'est d'aller faire des bilans sanguins. C'est d'aller faire des analyses sanguines complètes sur les vitamines, les minéraux,
Et là, ça permet effectivement de voir à quel niveau on est. Rachel, à propos d'analyse, il y a une question. Est-ce qu'on peut tester ces niveaux de neurotransmetteurs? Oui, tout à fait. Oui, il y a des analyses pour ça. Alors, par contre, je crois pas, je sais pas si je les ai pris avec moi, mais oui, il y a des laboratoires qui testent les niveaux. Et justement, il y a d'ailleurs un docteur, il y a un site, ça s'appelle l'Institut Institut de biologie nutritionnelle, quelque chose comme ça, qui lui, dit que l'analyse des neurotransmetteurs pourrait être en fait un moyen de déceler en fait un état de pré-burnout. Parce qu'en fait, à la différence notamment de la dépression, vraiment le burn-out, il se caractérise par la sérotonine qui est complètement à plat. Il n'y a plus de sérotonine comme il n'y a plus de cortisol non plus. Donc, en faisant des analyses des neurotransmetteurs, donc dopamine, noradrénaline, sérotonine, eh bien, on peut voir effectivement son état. Je regarderai, si jamais à la fin, je me replongerai. J'avais noté au niveau des tests. Donc, si jamais, après, je pourrais aussi donner les informations après directement à la personne. Donc, voilà. Et puis, je vois aussi les condiments comme le vinaigre sont OK. Alors, le vinaigre, oui. Alors, je privilégierais le vinaigre de cidre. Donc, les vinaigres sont ce qu'on appelle des acidifiants. Donc, l'acidifiant, on acidifie le terrain, c'est-à-dire qu'on on apporte un certain déséquilibre à l'intérieur et on va essayer justement de ne pas trop acidifier l'organisme. Et donc, le vinaigre de cidre, en fait, est pas du tout acidifiant et très intéressant. Le vinaigre de vin l'est beaucoup moins, et même le vinaigre balsamique. Alors, le vinaigre balsamique, on va l'utiliser plutôt pour son goût, le côté plutôt culinaire, enfin l'intérêt culinaire. Moi, dans mes condiments, quand je fais une vinaigrette, j'utilise principalement donc le vinaigre de cidre et le citron. Et après, du vinaigre balsamique occasionnellement, suivant ce que je fais. Voilà. Oui, tout à fait. Je trouverai les infos pour les tests pour les neurotransmetteurs. Alors, une fois qu'on est passé donc à la collation, donc voilà, cette collation va permettre en fait quelque part finalement d'avoir aussi moins faim le soir. Et le dîner, en fait, il est clé pour après le sommeil. Donc, il faut savoir que la nuit, en fait, notre corps, sa principale mission, c'est de se réparer et de se régénérer. C'est vraiment son job à différents niveaux, que ce soit bien sûr au niveau cérébral aussi. La nuit, on sait que l'inconscient se met en route pour justement traiter toutes les infos de la journée, tout ce qui s'est passé, faire le tri. Voilà, il y a plein de choses qui se passent la nuit au niveau de l'inconscient. Mais au niveau de nos organes, ça travaille aussi énormément, et notamment le foie. Parce que le foie, c'est là où il commence effectivement à mettre en route son usine de détoxication. Et donc, à vraiment régénérer le corps. Il faut savoir que quand on digère, généralement, ça nous prend environ 60% de notre énergie qui est dédiée à la digestion. Donc, un repas le soir qui est trop conséquent, eh bien, c'est un repas qu'on va digérer déjà pendant longtemps et qui va être lourd pour notre organisme. Et ben, en fait, l'organisme va se focaliser sur la digestion plutôt que la réparation et la régénération. Donc, de nouveau, le vieil adage, le dîner de pauvre, toute sa place ici. Donc, le dîner de pauvre, c'est déjà, dans la mesure du possible, dîner tôt. Alors, je sais que c'est pas facile, notamment aujourd'hui, mais idéalement 2 à 3 heures avant de se coucher. Et on va dîner donc plutôt léger, avec une tendance végétale et donc dissociée, je vais vous expliquer, et avec donc un apport de glucides, donc féculents IG bas. IG bas, c'est index glycémique. Donc, c'est cette fameuse différence entre sucre rapide et sucre lent. Donc, la différence entre un pain complet et un pain blanc, c'est que le pain blanc a un index glycémique très élevé. Donc, il va faire monter il va faire monter la glycémie dans le sang. Alors que le pain complet ou le pain noir, lui, il va avoir un index glycémique plus bas et donc la glycémie va monter, mais plus progressivement. En fait, il n'y aura pas de pic insulinique.
Donc, on va éviter le soir de manger les céréales de blé, en fait. Toutes les blés, on va éviter de manger trop de pain le soir, de manger les pâtes. Pourquoi? Parce que le blé, en fait, et notamment aujourd'hui les blés modernes, eh bien, qui ont été modifiés au niveau dans notre agriculture. On sait que les blés qu'on consomme aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les blés de nos grands-pères ou arrière-grands-parents. Le blé a été vraiment modifié parce que c'est ce qu'on appelle la réserve mondiale, la réserve à grains entre le blé et le maïs. C'est ce qu'on produit le plus. Et en fait, il fallait que ces blés soient résistants et puis que ce soit des blés qu'on puisse produire en très grande quantité. Et donc, aujourd'hui, ces blés ne sont plus vraiment digestes, en fait. C'est très compliqué pour notre organisme de le digérer, donc notamment avec le gluten et puis aussi la prolamine, qui est une autre protéine du blé. Donc, c'est compliqué. Le corps, il a du mal. Donc, manger des pâtes le midi, par exemple, c'est OK. Le soir, c'est plus compliqué. Donc, on va aller sur des céréales qui sont plus faciles à digérer, type le riz, par exemple. Le riz demi-complet, si on ne prend pas de riz complet, parce que c'est trop peut-être un peu irritant. On prend du riz demi-complet. On peut prendre du quinoa. Maintenant, on trouve aussi, par exemple, des boulgours de sarrasin, par exemple. On va prendre aussi des pommes de terre. On peut prendre des pommes de terre cuites à l'eau, de la patate douce. Donc voilà, on va éviter les blés si possible et les maïs aussi, parce que le maïs, c'est un peu comme les blés, c'est plus compliqué. Pas de produits laitiers le soir. Le produit laitier, il a la place le matin. Mais le soir, pareil, trop compliqué à digérer pour le corps. Donc, on évite. Et puis, viande et charcuterie, alors surtout viande rouge notamment. Là aussi, trop dur pour le soir. Ça prend trop de temps au niveau de la digestion. Et puis, on évite bien sûr tout ce qui est sucre rapide et sucre ajouté. Donc, les desserts aussi, on va faire attention. Le soir, le dessert, c'est aussi un peu compliqué. Donc voilà, donc on peut prendre deux options en fait pour le dîner du soir. On peut être sur une base donc, de légumes, donc toujours avec l'assiette nutrition santé, donc une grande partie de légumes. Après, on va ajouter justement une céréale qu'on peut associer avec une légumineuse par exemple. C'est intéressant d'associer les légumineuses avec les céréales parce qu'en fait, elles forment entre elles, en fait, quand on les associe, une protéine qu'on appelle complète, avec les acides aminés, ce qu'on dit essentiels, c'est-à-dire ceux qu'on ne sait pas fabriquer, ces fameux acides aminés. Et puis là, en fait, céréales plus légumineuses, ça va très très bien ensemble. Donc, par exemple, le riz avec les lentilles, ou alors le quinoa, par exemple, ça c'est une céréale, enfin c'est une pseudo-céréale, mais qui est complète, donc on n'est pas obligé de l'associer avec une légumineuse. Mais on peut aussi, si on veut, ajouter un peu de pois chiches, par exemple, ou des haricots rouges. Voilà. Et puis, on va ajouter donc des gras oméga 3, dont je parlerai après, le soir, parce que le soir, ils sont très bien assimilés. Et puis, une autre option, c'est dans ce cas-là, c'est on peut aussi prendre, par exemple, des légumes et puis du poisson qui est plus facile à digérer que la viande, surtout si à midi, par exemple, on a eu qu'une petite, suivant où on a mangé, on n'a pas pu avoir assez de protéines. Donc, on peut en consommer aussi sous forme de poisson le soir. Donc, voilà, on peut voilà, les soupes aussi, bien sûr, ont toute leur place le soir. Alors, on va privilégier peut-être de prendre régulièrement des soupes non mixées, parce que ça nous permet notamment de mastiquer la soupe non mixée, parce que quand on a le velouté, on aura peut-être tendance à l'avaler très rapidement. Et la mastication est vraiment très importante dans le processus de digestion. C'est vraiment, la digestion commence dans la bouche, là on y est vraiment. Donc la soupe non mixée type minestrone, par exemple, très intéressant. Et puis voilà, dans le bouillon, on a tous les nutriments également. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport au dîner. Avant qu'on passe on va passer à d'autres. On va passer aux micronutriments et aux oméga 3. Alors, le riz demi-complet est mieux que le complet. Alors, c'est pas que c'est mieux. C'est qu'en fait, on dit que les céréales complètes, notamment le riz, en fait, donc le riz complet, il contient donc l'enveloppe, donc il est très très riche en fibres. Et quand on a des intestins fragiles qui sont un peu enflammés, en fait, le riz complet, il va être un peu irritant derrière. Donc, on peut avoir un peu des douleurs abdominales ou après un peu des problèmes de transit.
Donc, quand on n'a pas l'habitude de prendre des céréales complètes, on peut commencer déjà avec un premier palier de demi-complet. Donc là, ça passe beaucoup mieux, en fait. Et puis après, une fois qu'on a pris l'habitude dans le temps sur du demi-complet, on peut essayer justement de passer au complet. Mais le riz, principalement, est assez irritant. Oui. On ne va pas forcément trouver ça, par exemple, avec le sarrasin. Le sarrasin, c'est une plante, une plante, en fait, c'est pas vraiment une céréale. C'est hyper digeste. Et puis, c'est une mine d'or, le sarrasin. Alors maintenant, on le trouve, c'est intéressant parce qu'avant, on trouvait principalement de la farine. Alors que maintenant, on trouve des flocons, on trouve du boulgour. Alors, c'est plutôt en magasin bio, hein, magasin diététique, magasin bio. Par contre, c'est vraiment super intéressant et c'est très, très digeste. Donc, intéressant, je dis nutritionnellement, en termes de vitamines, de minéraux, de fibres aussi, c'est très bien. Et puis, les produits laitiers végétaux le soir, alors oui, s'ils sont non sucrés, toujours. Et puis alors, juste attention avec les produits de soja. Parce que en fait, le soja, il est intéressant, c'est une super protéine. Hein. En plus, il contient aussi des oméga 3 d'ailleurs. Par contre, nous, on n'est pas une population, la population occidentale n'est pas habituée, en fait, on va dire, dans notre génétique, depuis, voilà, à consommer du soja comme le font les Asiatiques. Donc, nous, on préconise un produit de soja maximum par jour. Donc, moi, je dirais attention au soja tous les jours. Alors après, voilà, si c'est un petit yaourt, par exemple, c'est OK. Mais si on mange du tofu, puis on mange aussi des yaourts de soja, attention. Alors, les confitures maison et le miel, on peut en manger à 16 heures. Alors, oui, évidemment, donc 16 heures, effectivement, le goûter, c'est le meilleur moment pour le sucre. Donc, comme on l'a vu, en plus, c'est à ce moment-là aussi, notre pancréas, il a son pic d'insuline, ce qu'on appelle. Donc, c'est le moment de la journée où il va déverser l'insuline. Donc, c'est là, effectivement, où finalement, on peut amener plus de sucre. Mais alors, toujours attention. Alors, le miel, pour moi, le miel, c'est ce qu'on appelle un alicament. C'est-à-dire qu'il a un intérêt, en fait, c'est un produit de la ruche qui a beaucoup d'intérêt au niveau nutritionnel, mais ça reste quand même du pur sucre, on est bien d'accord, mais il est quand même intéressant. Et les confitures maison, oui. Alors, effectivement, si vous prenez une petite tartine, je sais pas, de pain aux céréales avec un peu de confiture maison, c'est OK pour le goûter, oui. Il ne faut pas mettre la couche hyper épaisse de confiture, parce que malgré que ce soit des confitures maison, on met quand même la moitié de sucre généralement. Après, on peut tenter, bon, après, c'est pas tout à fait la même chose, mais on peut tenter aussi les purées, un peu plus purées de fruits, en fait, où on peut les sucrer un peu avec, par exemple, des sucres complets, et puis pour remplacer les confitures. Les confitures, ça reste quand même la moitié du sucre, hein, même si elles sont maison. Mais bon, on peut aussi se faire plaisir. Donc voilà, l'alimentation, c'est aussi du plaisir, ne l'oublions pas, ça c'est primordial. Parce que si on ne se fait pas plaisir en mangeant, c'est encore pire, hein, pour notre cerveau d'ailleurs. Je pense que c'est... Non, alors pas de sucre le soir, ouais. Pas de sucre rapide, hein, ça c'est sûr. Alors, par contre, on peut tout à fait prendre une compote. Voilà, prenez une compote sans sucre, c'est OK. Ou alors, même si vous digérez bien, il faut voir après si vous prenez un fruit frais le soir, il faut voir au niveau de la digestion comment ça se passe derrière. Parce que les fruits, en fait, en fin de repas, peuvent avoir tendance en fait, à provoquer des fermentations. Dans l'estomac, on mange en couche. Hein. Et puis, ça arrive en couche. Et quand on amène justement des fruits ou des légumes crus en fin de repas, ben, en fait, c'est plus le même, ça ne va plus fonctionner de la même manière au niveau digestif. Et puis là, ça commence à fermenter. Donc, des fois, c'est vraiment seulement la tolérance individuelle. Il y a des personnes qui digèrent super bien les fruits en fin de repas. Aucun souci derrière digestif. Donc oui, pourquoi pas. Alors oui, quel est le moyen de sucrer les gâteaux, les yaourts? Alors, le sucre qu'on va choisir, le sucre santé qu'on va choisir, mais parce qu'on a quand même envie effectivement de se faire des gâteaux, et notamment aussi pour les enfants, et puis voilà, d'avoir de temps en temps effectivement de prendre un yaourt avec peut-être du sucre ou un yaourt végétal avec du sucre. On va privilégier le sucre complet.
Le sucre complet, ce n'est pas le sucre roux. D'accord? Donc, on a ce qu'on trouve souvent, c'est donc on a le sucre de canne ou le sucre de betterave. Le sucre de betterave, donc c'est le sucre blanc. Et puis, donc, le sucre de canne, on va avoir du sucre blanc, du sucre blond ou du sucre roux. Ce qui est important, c'est que vous voyez que sur la mention sur votre sucre, ça soit marqué non raffiné. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que même pour le sucre de canne, il peut être raffiné, donc il est blanchi, et après, en fait, il est passé dans un processus de chauffage pour le caraméliser. Et en fait, il est roux, mais on se dit, ah bah tiens, il est roux, il est bon, il est complet. Mais en fait, non, c'est juste du sucre blanc qui a été chauffé, caramélisé et qui devient roux. Donc, le mieux, c'est de prendre du sucre non raffiné, sucre complet. Type, on a du rapadura, par exemple, et du moscavado. Il y en a deux types. On peut trouver aussi naki sucre avec aussi de la caroube, qui est une plante. On peut sucrer avec le sirop d'érable, qui est intéressant aussi, parce qu'il est bien équilibré, et puis c'est un produit aussi naturel. On peut sucrer ces gâteaux avec de la banane aussi, hein, quand on a des bananes bien mûres pour faire des cakes ou des gâteaux aux fruits, par exemple, c'est aussi assez intéressant. Des fois, on peut faire aussi il y a certaines recettes avec des pâtes de dattes aussi qui sucrent beaucoup. Donc voilà, ça peut être des moyens de sucrer. Donc le sucre qu'on va privilégier, on va dire si on prend du sucre brut, pas du fruit, ça va être le sucre complet, sucre non raffiné. Et les yaourts et le lait de vache le soir, non, ouais. Non, alors ça, c'est compliqué. C'est la protéine des produits laitiers, notamment de vache, qui s'appelle la caséine. Elle est très complexe. Donc nous, les protéines, hein, quand on les prend, ce sont ce qu'on appelle des étrangers pour notre organisme. Et lui, il doit, dans tout le processus de digestion, en fait, les découper, juste comme j'avais expliqué, en acides aminés, en Lego de base. Ça prend beaucoup de temps de faire ça et ça demande beaucoup d'énergie. Donc, de manière générale, déjà, les produits laitiers sont compliqués, sont difficiles à digérer. On les supporte plus ou moins bien, selon les personnes. Mais alors, les prendre le soir, c'est trop long, en fait. Derrière, vous digérez pendant trop longtemps, en fait. Et puis, en plus, c'est quand même riche aussi. Le lait de vache, il est riche en gras, ce qu'on appelle saturés. Et ce n'est pas forcément les gras qu'on recherche, les gras saturés. Hein. C'est des gras qui sont... on va en parler après, avec les oméga 3, en fait, qui vont rigidifier nos cellules, en fait. Je vais expliquer après. Hein. Mais on va éviter les gras saturés qu'on va trouver dans trop de produits animaux aussi. Hein. Donc, le soir, si on mange déjà des produits animaux à midi, ou alors le matin déjà, par exemple, si on prend le fromage le matin ou un yaourt le matin, on va éviter d'en prendre le soir. Et les yaourts de chèvre ou de brebis, alors oui, c'est aussi, c'est pareil parce que c'est aussi très protéiné. Par exemple, la brebis est bien plus protéinée que le chèvre et même que la vache. Donc, c'est aussi compliqué. Donc, c'est occasionnel. C'est toujours pareil, en fait. Là, je vous donne des principes, mais ça s'inscrit quelque part dans une hygiène de vie. Et puis, on va se dire que y a des exceptions, parce que si on est invité chez des amis ou qu'on invite des amis, de la famille, quoi que ce soit, puis qu'on fait un bon repas, puis que un soir dans la semaine, on a mangé du fromage le soir, c'est OK, quoi. Alors oui, le corps, il va s'adapter, il n'y a pas de souci. Là, je parle vraiment d'une hygiène alimentaire au quotidien, avec bien sûr, comme on dit, 80% on est sur une bonne hygiène alimentaire et 20% on se fait plaisir. OK. Alors, on passe aux oméga 3, si c'est OK. Alors, les oméga 3, ils sont essentiels. Essentiels dans les deux sens. Essentiels parce qu'on ne sait pas les synthétiser, on ne sait pas les produire nous-mêmes. Donc, ce qu'on appelle les acides gras polyinsaturés, avec deux familles, les oméga 6 et les oméga 3. Donc, oméga 6 et oméga 3, donc essentiels, on ne sait pas les synthétiser, et essentiels pour notre organisme, en fait. Donc, en fait, juste quelques minutes pour dire que pendant de nombreuses années, on a diabolisé le gras, hein, en disant que le gras était le facteur, en fait, du surpoids, était la cause du surpoids, la cause des maladies cardiovasculaires, voilà, toutes ces maladies qui sont aujourd'hui, qu'on dit de civilisation. On a longtemps accusé les lipides, les gras,
Et puis, on a vu dans nos supermarchés fleurir tous les produits 0% en fait, hein, allégés, 0%, tout ça. Aujourd'hui, on sait clairement, il y a eu beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites là-dessus, en fait, que le gras en tant que tel ne pose aucun problème, mais c'est plutôt en fait la qualité des gras que l'on mange. Et donc, comme on disait tout à l'heure avec les produits laitiers, par exemple, tous les produits animaux, en fait, sont très riches en ce qu'on appelle des gras saturés, qui sont des gras solides. Donc, quand on voit la graisse du bœuf, par exemple, la graisse de la charcuterie, le beurre aussi, par exemple, et les produits laitiers, c'est des gras qui sont solides. Quand ils sont, voilà, si on les fait fondre, ils sont liquides, si on les chauffe, mais par contre, si, à l'état naturel, ils sont solides. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos cellules dans notre corps, en fait, elles ont une membrane, hein, elles ont une membrane autour qui est faite de gras, de phospholipides. Et donc, en fait, quand on mange du gras, le gras, il sert à l'énergie d'une part, à produire de l'énergie, mais il sert également à aller nourrir nos cellules. Et puis, en fait, ce gras saturé, ce gras rigide, eh bien, il va rigidifier la membrane de nos cellules. Et nos cellules, en fait, il y a beaucoup de passages en fait, dans la membrane entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur de la cellule pour assurer donc le fonctionnement de tout notre corps. Quand les membranes de nos cellules elles sont rigides, ça fonctionne vachement moins bien en fait. Et là rentrent en jeu les acides gras polyinsaturés, qui eux sont des acides gras qui sont liquides, en fait même à l'état froid, et qui eux ils vont amener justement la souplesse, ils vont garder la souplesse de nos cellules. Voilà, donc ça c'est la première chose. Donc l'objectif c'est vraiment d'aller chercher plus d'acides gras polyinsaturés dans notre alimentation. Très important, et notamment d'aller chercher des oméga 3. Pourquoi? Parce que les oméga 3, en fait, ils vont aller nourrir notre cerveau. Notre cerveau, en fait, il est constitué en grande partie de gras, d'accord? Donc, les cellules, et notamment, voilà, ce sont du gras. Et il faut, pour assurer une bonne communication neuronale, une bonne communication entre nos neurones, eh bien, on a besoin de cette fluidité, de cette souplesse, et c'est les oméga 3 qui vont nous l'apporter. Première chose. Ensuite, les oméga 3, ils sont des modérateurs de l'inflammation. En fait, ils travaillent à ce niveau-là aussi. Et donc, ils vont permettre, notamment quand on est en stress chronique, le stress chronique va créer à l'intérieur, donc ce déséquilibre au niveau de nos systèmes, va créer de l'inflammation en fait. Et donc là, les oméga 3 vont permettre de modérer cette inflammation. Et puis, on sait aussi qu'ils ont un effet positif sur le microbiote. Donc, le microbiote, c'est aussi donc, nos intestins et c'est aussi le siège de notre système immunitaire, qui sont aussi très importants à ce niveau-là. Aujourd'hui, notre alimentation moderne, elle est déficiente en oméga 3, clairement, parce que, eh bien, effectivement, on a des oméga 6, notamment parce qu'on retrouve des oméga 6 dans le maïs, par exemple, ou dans certaines céréales, ou l'huile de tournesol, par exemple, où on va trouver des oméga 6. Mais par contre, eh bien, les oméga 3, on n'en consomme pas assez. Donc, où on va les trouver, ces oméga 3 ? Donc, on va avoir deux types d'oméga 3. On va avoir des oméga 3 qu'on trouve dans les végétaux, ce qu'on appelle l'acide linolénique. À partir des oméga 3 qu'on trouve dans les végétaux, normalement, on est capable de synthétiser nous-mêmes à l'intérieur des oméga 3 qu'on appelle longue chaîne, qui s'appellent EPA-DHA. Ce sont eux qui sont les plus importants et qui nous permettent justement d'avoir toutes ces actions au niveau de notre organisme. Mais cette synthèse, en fait, elle est vraiment, elle se fait, elle n'est pas optimale, on va dire. Et plus on avance en âge, et moins elle l'est aussi. Donc, il va falloir que nous, on apporte des oméga 3 végétaux, mais également des oméga 3 d'origine animale, où on va trouver le PA-DHA. Donc, premièrement, on va trouver dans les huiles vierges. Donc, huiles vierges de première pression à froid, hein, c'est-à-dire elles ne sont pas raffinées, elles sont dans des bouteilles en verre, et puis on va les conserver au frigo, parce que les oméga 3, ils sont très sensibles à l'oxydation. Ce ne sont pas des huiles que l'on fait cuire, ce sont des huiles pour l'assaisonnement, et donc voilà, on les conserve au frigo, à l'abri de la lumière. Alors, je conseille l'huile de colza, pourquoi? Parce que d'abord, elle a un super rapport qualité-prix. Deuxièmement, parce qu'elle est très bien équilibrée justement en oméga 3 et en oméga 6.
mais elle a un bon niveau d'oméga 3. Donc là, je dirais 2 cuillères à soupe par jour d'huile de colza. Donc, on va mettre effectivement sur nos légumes, hein, par exemple, ou dans nos salades. On peut également le mettre, si on émulsionne, par exemple, le matin au petit déjeuner, ça peut être aussi dans nos mueslis ou nos porridge, ou même dans notre fromage blanc qu'on met, par exemple, avec des noix. Ou voilà. Ou alors, on peut également apporter par d'autres huiles, notamment là, j'ai mis l'huile vierge de lin. Là, on va plutôt aller sur 2 cuillères à café parce que l'huile vierge de lin, elle est beaucoup plus élevée en fait en oméga 3. On va trouver l'huile de cameline, par exemple, l'huile de chanvre aussi, qui sont d'autres huiles riches en oméga 3. La noix de Grenoble. La noix de Grenoble, c'est la seul oléagineux qui contient des oméga 3. Et comme vous voyez, en fait, la nature est bien faite parce qu'elle ressemble à un cerveau. Et donc ça, c'est assez drôle parce qu'effectivement, elle nourrit les cellules de notre cerveau. Donc les noix de Grenoble, en plus, ici, on en trouve quand même beaucoup. Puis c'est la pleine période, hein, là, on va y arriver. Donc quelques noix de Grenoble tous les jours, 3-4 noix tous les jours. Voilà, on apporte déjà des oméga 3. En plus donc des autres oléagineux, hein, des amandes, des noisettes qu'on peut consommer plusieurs fois par semaine, qui eux vont nous amener plutôt des oméga 6. Mais voilà, des acides gras polyinsaturés. Hein. Les oléagineux, ce sont des acides gras polyinsaturés, donc c'est intéressant. Et puis, on va aussi amener des petits poissons gras. Donc, parce qu'eux, ils sont riches en EPA, DHA. Et donc, ça va nous permettre justement de remonter ce niveau-là. Donc, 2 à 3 fois par semaine, sardines, maquereaux, harengs, anchois, sous toutes ces formes. On peut les prendre en conserve, en petits bocaux. Voilà, au naturel ou à l'huile d'olive, on peut trouver justement, on peut les prendre frais aussi, on peut faire des rillettes avec par exemple quand on les prend frais, ça peut être sympa, on fait des maquereaux au four avec des pommes de terre, on peut prendre le hareng fumé, là vous savez les roll-mop hareng fumé avec salade de pommes de terre et des légumes, ça c'est top, donc à 2 à 3 fois par semaine. Petits parce qu'ils sont en début de chaîne alimentaire. Donc, ils sont moins pollués en fait par les toxiques et les différents polluants qu'on trouve maintenant dans pas mal de gros poissons, comme le mercure, les dioxines. Voilà. Et le saumon, par exemple, quand on prend du saumon, il faut prendre vraiment du saumon de qualité. Et je ne mangerai pas du saumon toutes les semaines, quoi. Voilà, on en mange une fois toutes les 2 semaines, c'est bien. On peut prendre aussi de la truite. Hein. La truite, elle a aussi des oméga 3. Et puis par contre, le thon, non. Le thon, je ne le mets pas parce que franchement, c'est bourré de mercure, quoi. Donc voilà. Et après, le petit bonus, c'est par exemple les graines de chia, qui sont ces petites graines noires que l'on trouve en magasin bio, qu'on peut saupoudrer comme ça, pareil, dans nos petits déjeuners, nos birchers, nos muesli, porridge. Ou alors, effectivement, on peut faire des desserts avec du lait de coco, par exemple. La graine de chia, elle va gonfler avec le lait de coco pendant quelques heures. Et puis après, on peut mettre avec des fruits. Par exemple, ça peut faire un excellent goûter. Ou même un dessert, en fait. Hein. Dans le cas d'un dessert le soir, par exemple, vraiment peu sucré, on peut faire un dessert, justement, lait de coco ou lait végétal avec les graines de chia. Et puis, vous mettez un petit peu de sirop d'érable ou un petit peu de fruits, ou un petit coulis de fruits ou une petite compote, par exemple. Ça peut faire un dessert. Et puis la mâche contient aussi un peu d'oméga 3, donc végétal, hein, bien sûr. Donc là, c'est la période aussi de la mâche, donc c'est très intéressante la mâche. Et puis le pourpier j'ai mis en photo, là, c'est cette petite mauvaise herbe des jardins qui pousse des fois dans nos pots de fleurs, qui ressemble un peu à une petite plante grasse. Et en fait, c'est une plante que l'on peut tout à fait manger et qui est très riche en oméga 3. Donc ça, j'en ai trouvé d'ailleurs dans mon jardin, dans un pot de fleurs qui était, voilà, et ça s'est mis à pousser. Et puis maintenant, on en trouve même, pour ceux qui ont des potagers, on peut les trouver en plants, en fait, pour les faire pousser, ce qu'ils appellent le pourpier des jardins. Alors, la noix de Grenoble, oui, elle vient de Grenoble, oui, elle vient d'Isère, en fait, c'est une appellation d'origine contrôlée. Alors après, le nom, on dit ça la noix commune, parce qu'en fait, quand on sort de Grenoble, normal, je ne suis pas sûre qu'on ait le droit d'appeler noix de Grenoble, en fait. Donc là, tous nos noyers qu'on a ici, ce sont des noix de Grenoble. On n'a pas le droit de les appeler en tant que telles, je crois. C'est des noix communes. Ouais. Ils ont un AOP d'ailleurs. Quand on achète la noix de Grenoble, il y a un AOP dessus, là, une étiquette.
Et donc, oui, toutes les noix communes, ces noix du cerveau, là, comme le cerveau, elles contiennent des oméga-3, toutes. Donc, si vous les achetez, alors attention, parce que quand on les achète en cerneau, c'est-à-dire déjà sous sachet, sous vide ou en vrac, elles sont plus protégées par la coque. Hein. Donc, elles perdent quand même pas mal. Donc, les garder au frais, les noix, toujours. Hein. Alors, bon, il y en a qui les gardent au frigo, mais sinon, vous avez la cave, vous les gardez dans la cave. Et éviter qu'elles soient trop à la chaleur, en fait, et à la lumière. Alors, si on est allergique aux noix de Grenoble, on peut tout à fait après prendre les huiles vierges. Hein. Il me semble si vous êtes, voilà, vous voulez votre apport d'oméga 3 naturel, vous prenez de l'huile de lin ou de l'huile de cameline, et puis ça vous remplacera la noix de Grenoble. Hein. Il n'y a pas de souci. Là, c'est des options en fait de différents. Là, je vous présente les sources d'oméga 3. Hein. Après, voyez, vous choisissez ce qui vous convient le mieux, et puis l'important, c'est d'en apporter régulièrement, vraiment. Donc, pour moi, les huiles vierges, le colza, je consomme de l'huile vierge de colza tous les jours. Hein. Et puis, pour mes enfants, c'est pareil. Alors, l'huile de noix, l'huile de sésame, alors, c'est pas la même chose. Hein. Donc, l'huile de sésame, elle aura d'autres intérêts, mais elle ne contient pas d'oméga 3. Mais c'est aussi une huile en polyinsaturé. Donc, elle est aussi intéressante. Et puis en plus, c'est une huile qui est gustativement, voilà, c'est sympa. Donc oui, c'est intéressant de varier les huiles. Hein. Il y a plein d'huiles quand on voit au magasin bio toutes ces huiles, l'huile de pépins de courge par exemple, l'huile de germe de blé par exemple. Elle est hyper intéressante, l'huile de germe de blé. J'en parlerai après pour notamment la vitamine E. Donc oui, varier les huiles. L'important, c'est qu'elles ne soient pas raffinées. Idéalement, elles sont biologiques et elles sont dans des bouteilles en verre. C'est ce qui garantit la qualité de l'huile, en fait. Donc là, quand on apporte les huiles vierges dans notre alimentation, qu'on change déjà ça, il y a déjà une différence, en fait, au niveau de notre organisme. Ça, c'est une des clés avec les oléagineux. L'huile de sésame et les inflammations, alors ça, je ne sais pas. Je n'aurais pas dit spécifiquement pour les inflammations. Après, je dirais, pour moi, l'inflammation, c'est vraiment l'oméga 3 qui est un modérateur de l'inflammation, alors que l'oméga 6, il est ce qu'on appelle pro-inflammatoire. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui le souci, justement. C'est que les oméga 6 et les oméga 3, ils fonctionnent ensemble, en fait. Hein. Et donc, les études, elles ont montré qu'il y a un ratio optimal entre oméga 6 et apport d'oméga 3. Puis nous, on a une tendance à avoir beaucoup d'oméga 6 et peu d'oméga 3. Et donc, il faut pousser le curseur des oméga 3, en fait. Il faut le remonter pour retrouver cet équilibre. Donc, je dirais que voilà, parce que l'oméga 6, lui, il est plutôt effectivement pro-inflammatoire, alors que l'oméga 3, c'est un modérateur de l'inflammation. Et l'huile d'olive, alors l'huile d'olive, elle va nous intéresser, vous verrez après, pas pour le gras, mais pour autre chose, en fait. Parce que l'huile d'olive, elle n'a pas d'oméga, enfin, elle n'est pas riche en polyinsaturés. Par contre, elle est très riche en antioxydants. Et c'est pour ça qu'elle est importante de l'amener aussi dans le régime au quotidien, dans l'hygiène alimentaire. Ah oui, alors je pense à un conseiller. Ah bah oui, effectivement. Alors en externe, sans doute, dans les massages, oui, sans doute. En interne, je ne pense pas, mais effectivement, elle a sûrement des vertus après au niveau des inflammations. Mais ce qui pourrait poser question, c'est de se dire que si c'est en externe anti-inflammatoire, ça devrait aussi l'être en interne. Ouais. Rachel, est-ce que tu en es où au niveau de ton timing? Je me permets de t'interrompre. Ah oui, dis donc, effectivement. Bon, j'ai encore quand même les vitamines à passer, mais enfin les micronutriments. Je pense encore 15 minutes si c'est OK pour les. Alors, il y a juste le couvre-feu, je crois qu'il est encore actif. Ah oui, d'accord. Ah, mais oui. Du coup, pour certains, enfin, moi je suis concernée. Voilà. Est-ce que tu arriverais à terminer oui. avant moins 10? Oui, tout à fait. Ok, oui, ça marche. Merci. Alors, donc maintenant, on passe aux micronutriments fonctionnels, donc très important. Donc, ce sont eux, comme je l'ai dit, qui font fonctionner notre corps. Et dans le cas du burn-out, ils sont essentiels parce qu'effectivement, on a épuisé toutes les ressources de nos stocks en fait, de vitamines, minéraux voilà, et antioxydants.
Et puis, en plus, ils vont, comme je vous ai montré au départ, en fait, ils vont aider les acides aminés comme la tyrosine et le tryptophane à synthétiser, à fabriquer la dopamine et la sérotonine. Donc, dans le burn-out, on a donc l'important, c'est de retrouver dans notre alimentation les vitamines du groupe B, le magnésium, vitamine D, le fer, le zinc et les antioxydants. D'accord? Ça va être vraiment très important et de les retrouver donc, dans notre alimentation. Alors, les vitamines du groupe B, donc ça va être surtout donc, les vitamines B3, B6, B9 et B12. On a vitamine B1 à B8, hein, mais là, on va surtout avoir besoin de celles-là parce qu'on a vu notamment que la B3 et la B6, elles aident notamment à synthétiser donc, dopamine et sérotonine. Donc, elles sont indispensables pour produire de l'énergie. Elles participent vraiment à la production d'énergie. Et aussi, donc, elles sont indispensables pour le fonctionnement du système nerveux et le fonctionnement du système immunitaire. Donc, voilà une petite liste où on va trouver donc, les vitamines du groupe B. Donc, de la B3, donc voilà, j'ai mis germe de blé, la levure de bière, vous voyez, par exemple, ça, les amandes. Donc, on retrouve de nouveau, hein, vous voyez, les oléagineux. Alors, j'ai mis thon et saumon, effectivement. Donc, ça sera vraiment occasionnel, le saumon. Dans les foies, il faut savoir que dans les foies d'animaux, hein, on retrouve pas mal de choses particulièrement intéressantes, surtout quand on est carencé et on est épuisé. Hein. On va voir que voilà, c'est vraiment… Alors, tout le monde n'en mange pas, hein, les abats. Après, quand on prend des foies, que ce soit des foies de génisse, des foies de volaille, il faut prendre vraiment de la qualité, hein, faire attention parce que le foie, ça reste quand même une usine de détox. Donc, pour les animaux, c'est pareil, il peut y avoir beaucoup de toxines à l'intérieur. Les choux aussi. La B6, donc graines complètes, donc on revient sur des céréales complètes, le riz, blé, seigle, millet. Les graines germées, hein, ça c'est hyper intéressant, ce sont des bombes nutritionnelles. C'est très facile de faire germer ces graines ou alors de les acheter déjà germées. Et vraiment, c'est une source aussi de protéines et beaucoup de vitamines, de minéraux, très intéressant. Pommes de terre, donc voilà, après je vous ai mis d'autres. Et puis donc B9, on retrouve encore, voyez, la levure de bière, les abats, beaucoup de légumes verts aussi, hein, pour la B9, très important, les légumes verts et les oléagineux. Donc voilà, on retrouve toujours ces mêmes familles d'aliments qu'on va avoir au quotidien. Et la B12, alors la B12, on la trouve que dans les aliments d'origine animale. Donc pour les végétariens, c'est important de faire doser sa vitamine B12 parce qu'on peut être carencé et dans ce cas-là, il faut prendre un complément en fait. Hein. Donc, parce qu'on ne la trouve pas de manière vraiment assimilable dans les végétaux et on va les trouver que dans les viandes, les poissons, les œufs, les produits laitiers. Alors, le magnésium. Alors, le magnésium, on ne le présente plus. Hein. C'est vraiment le minéral vraiment anti-stress. Donc, vous voyez, je vous ai mis un peu toutes ses fonctions. Et d'où, dans d'autres cas, il va vraiment aider justement à la régulation du stress, à niveau de la fonction cérébrale. Et puis, vraiment, il a plus de 300 réactions biochimiques. Il est vraiment à tous les niveaux dans notre corps. Et donc, on est très souvent en déficience de magnésium. Et plus on a de stress, et plus en fait, on perd du magnésium. C'est-à-dire que le magnésium, il fuit et on le perd. Et dans le cas du burn-out, il est généralement très, très bas. Donc voilà, une alimentation qui est riche en magnésium. C'est une alimentation, vous voyez, je vous ai mis un peu les meilleures sources. Donc, on retrouve les fruits à coque, hein, de nouveau, vous voyez, oléagineux, le cacao cru, pur, les céréales complètes, vous voyez, comme le sarrasin en bas, je vous ai mis, hein, c'est quand même 231 mg pour 100 g, c'est une bonne dose de magnésium. Les céréales complètes, donc voilà, les légumes chlorophylliens, tous les légumes verts et les légumineuses. Donc voilà, en bas, je vous ai mis un peu des doses. Bon, le champion, c'est quand même le cacao. Hein. Mais bon, le cacao, on n'en mange pas 100 grammes. Voilà. Et puis, on peut apporter aussi avec des eaux minérales de type le Rosana Épar, où on en boit par petite quantité, en petite dose. C'est important vraiment, voilà, quand on boit de l'eau riche en magnésium, d'en prendre un petit peu. Ne pas prendre des grands verres, parce qu'après, au niveau transit, ça peut être un peu compliqué. La vitamine D, également très importante, la vitamine D. Donc, c'est une hormone aussi, hein, et donc, elle permet, en fait, elle va stimuler l'absorption notamment du magnésium dans les intestins, ça se passe au niveau intestinal. Donc, magnésium et vitamine D, ils vont très, très bien ensemble, ils fonctionnent ensemble. Bien sûr, elle est connue pour le renouvellement osseux,
voilà, sa fonction au niveau des os, de la croissance des os, mais pas que. Donc vraiment au niveau du magnésium, elle joue son rôle. Il faut savoir que, voilà, comme je vous l'ai dit, 80% elle est synthétisée par la vitamine D. Elle est synthétisée au niveau de la peau, je veux dire, pardon. Donc c'est dans l'ensoleillement. Et 20% vient de l'alimentation. D'où l'importance de sortir, même en hiver, d'aller se mettre à la lumière, dès qu'il y a du soleil, de se mettre dehors, de façon à ce que la peau synthétise la vitamine D, se découvrir un peu quand c'est possible, de façon à prendre 10, 15 minutes, 30 minutes, c'est suffisant pour synthétiser. Et donc, le reste vient d'alimentation, donc les œufs, le jaune d'œuf de nouveau, hein, très riche en vitamine D, le beurre et les poissons et de nouveau les foies d'animaux. J'accélère, hein, je m'excuse parce qu'effectivement, ça passe vite. Le fer, hein, donc là aussi, très important, et notamment pour les femmes, où on peut avoir régulièrement des déficiences en fer, surtout si on a notamment des règles abondantes, par exemple. Et donc là, il est vraiment très, très important parce qu'il assure vraiment le bon fonctionnement du système nerveux et également le bon fonctionnement du système immunitaire. Et souvent, voilà, on peut être déficient ou voire carencé en fer. Donc là, on va apporter donc des sources alimentaires, à savoir qu'on va le trouver ou dans les animaux ou dans les végétaux. À savoir quand même que le fer d'origine animale est beaucoup mieux assimilé que le fer d'origine végétale. 25% d'assimilation pour l'origine animale, 5% pour l'origine végétale. Donc les viandes rouges, évidemment. Donc la viande rouge, c'est une fois par semaine, hein, quand même max. C'est pas, voilà, si on apporte régulièrement, ça va. Mais ce que je veux dire, c'est que la viande rouge, il ne faut pas en surconsommer parce qu'on sait que ce n'est pas bon pour la santé, notamment au niveau cardiovasculaire. Donc voilà. Viande rouge, le boudin noir, c'est très riche en fer aussi, de nouveau les abats. Et sinon, donc, le fer d'origine végétale, les lentilles, hein, on sait que les lentilles sont des sources de fer, les légumes verts, même les olives noires aussi. En saumure, on a du fer d'origine végétale. Donc, de nouveau, amener de la diversité pour avoir vraiment, effectivement, dans des aliments qui sont non dénaturés, en fait. Hein. Le zinc, et on en parle beaucoup notamment aujourd'hui aussi avec le Covid, parce que s'il est essentiel, c'est un oligo-élément, c'est-à-dire qu'on a vraiment très très peu dans notre corps, mais si on est déficient, qu'on en manque, ça ne fonctionne vraiment pas. Et dans le cas aussi, pareil, on en a besoin dans le cas de cet épuisement au niveau de notre organisme. Généralement, voilà, il est important pour pouvoir synthétiser dopamine, sérotonine, soutenir le système immunitaire également. Au niveau aussi les croissances de nos cellules, le renouvellement cellulaire, il est indispensable. Alors, les meilleures sources, le master, c'est la palme d'or, c'est pour les huîtres. Hein. Ça, c'est une des meilleures sources de zinc, avec d'autres aussi après crustacés. On retrouve les noix, amandes, noisettes, le germe de blé aussi, qu'on peut trouver en paillettes, qu'on peut saupoudrer un peu sur nos salades, les graines, hein, voilà, sésame, de nouveau le jaune d'œuf cru également. Et puis, viande de bœuf, céréales complètes et légumes secs, il y en a aussi un peu. Voilà, alors je vais finir rapidement. Je vais peut-être juste, dans ce cas-là, vu l'heure qui arrive, voilà, je voulais juste vous parler des antioxydants. Donc, voilà, ça, c'est important d'amener de la vitamine C. C'est fondamental d'apporter donc cette vitamine C qui va nous permettre, notamment, elle va améliorer l'assimilation du fer et elle va être effectivement aussi indispensable au niveau de lutter contre le stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est vraiment voilà, on se retrouve avec le stress chronique dans un état d'oxydation du corps, en fait, parce que derrière, en fait, nos défenses antioxydantes, on a une défense interne antioxydante, elles n'arrivent plus à gérer toute cette production qu'on dit de radicaux libres, hein, cette production d'oxydants à l'intérieur, et on est débordé. Donc la vitamine C, elle va neutraliser notamment la production de radicaux libres, et puis elle va nous permettre aussi, c'est un antidépresseur naturel, donc c'est très important, elle va permettre de réduire l'anxiété, aussi les insomnies, et elle fonctionne également sur la noradrénaline, au niveau des surrénales, donc très important. Les kiwis, les agrumes, le citron, le persil, les choux verts, brocolis, les choux de toutes les couleurs, ça regorge de vitamine C, n'hésitez pas, il faut y aller.
Voilà. Merci beaucoup, Rachel. Alors, Merci. Je sais que il y a eu pas mal de questions. voilà, tu as été un peu prise par le temps parce que bon, voilà, c'était un peu le principe, mais c'est vrai que du coup, c'est intéressant, mais ça prend aussi sur la présentation. Donc, merci beaucoup parce que je sais que ça représente beaucoup de travail, ce que tu as préparé, y compris de vulgariser pour nous la science de la nutrition. Donc, ça, c'est super. Beaucoup faire. Enfin, j'espère que j'ai été claire, surtout, puis que les personnes n'hésitent pas après, si elles ont des questions, à me solliciter. Ah, pardon, hop. Oui, tout à fait. Alors, vous pouvez réagir encore après le webinaire. Bon, déjà, donc d'une part, il sera mis en ligne et ensuite, vous pouvez poser des questions encore via l'adresse contact ou via le formulaire du site internet. Voilà, je pense que Rachel relayera auprès de toi et puis tu pourras y répondre. Voilà, prenez soin de vous. Merci beaucoup d'avoir participé ce soir. Je fais le lien avec la saison automnale, le Covid, enfin voilà, c'est aussi une façon, je dirais, de booster son immunité, de faire attention à ce qu'on mange. Donc là, on a eu beaucoup de bonnes idées ce soir. Donc je te remercie infiniment au nom du collectif. Et encore une fois, prenez soin de vous et à bientôt peut-être sur nos prochaines animations. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Rachel. À bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. Merci.